Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau thread horreur et dernier de la série dans lequel je vais vous raconter l'histoire de Lisa qui a vécu un truc absolument traumatisant, je préfère vous prévenir. Heureusement ça se termine bien, sinon elle aurait pas été là pour nous raconter son histoire de toute façon, mais vous allez voir c'est vraiment ultra malaisant. Alors sans plus attendre, on va passer à l'histoire du jour. Je vais vous laisser vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, on y va. Lisa est une jeune femme qui a la réputation de ne jamais avoir de chance et à qui il arrive toujours des choses improbables, à tel point que ses amis la surnomment le chat noir. On est d'accord qu'on a tous une personne comme ça dans notre groupe de potes, pas vrai? Enfin bref, Lisa c'est la meuf qui attire tout le temps les gens chelous, elle a déjà eu des stalkers avec qui ça s'est mal terminé. Enfin vraiment elle est super malchanceuse la pauvre, et l'anecdote qu'elle décide de nous raconter là lui est arrivée il y a quelques années maintenant, mais elle dit qu'elle en fait toujours des cauchemars. La mère de Lisa était venue passer une semaine chez elle et comme d'habitude, Lisa savait que ça allait mal se passer. À chaque fois c'est la même chose, la mère et la fille s'engueulent et ça part en vrille tellement elles ont du mal à être sous le même toit. Un soir, ça fait déjà 5 jours que la mère de Lisa est arrivée, la discussion part sur le thème de la religion. Évidemment vu le sujet, les choses dégénèrent et elle commence à se hurler dessus. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire trop et de trop insister pour que vous compreniez que la relation entre Lisa et sa mère est assez toxique. En tout cas, il y a pas mal de dysfonctionnements, mais on n'est pas là pour juger, les choses se sont passées comme ça et c'est juste que c'est important pour le contexte. Bref, après une heure à crier dans tous les sens, le gardien de l'immeuble vient frapper à la porte de l'appart de Lisa pour voir si tout va bien et accessoirement se plaindre du bruit. Lisa s'excuse, mais sa mère en rajoute une couche et accuse sa fille devant le gardien de l'avoir menacée, ce qui était faux, en tout cas selon la version de Lisa. C'est ici que tout bascule, Lisa sent la pression monter, elle tremble de colère, attrape les clés de sa voiture et part de l'appartement. Même si c'est peut-être pas la solution idéale, elle ressent vraiment le besoin de s'éloigner et de s'isoler. Elle conduit pendant un très long moment, genre 2 heures, d'abord en pleurant, puis finit par se calmer. Et à un moment sur la route, elle aperçoit un panneau qui indique un barrage à proximité. Comme elle ne savait pas qu'il y avait un barrage dans la région, elle décide de prendre cette sortie pour y faire un tour, bien qu'il soit désormais 3 heures du matin et qu'il fasse nuit noire. C'est honnêtement pas franchement une idée de génie, mais Lisa cherchait un petit peu une excuse pour pas rentrer chez elle tout de suite. Après avoir parcouru environ 50 km sur une petite route déserte, elle aperçoit enfin le fameux barrage. Impossible de le rater parce que c'est la seule lumière à des kilomètres à la ronde. Alors qu'elle traverse le barrage, elle découvre aussi qu'il y a un lac à cet endroit, ce qui en fait est plutôt logique. Et puis qu'il y a un terrain avec des campings. Et Lisa fait demi-tour pour se garer sur le parking à l'entrée du barrage. C'est à partir de là que Lisa va enchaîner les conneries. Je suis vraiment désolée pour mon langage, mais il n'y a pas d'autre manière de décrire les choses. Elle baisse les vitres et entend le bruit de l'eau sans pour autant parvenir à voir exactement d'où vient ce son, malgré les phares allumés. Comme il y a énormément de moustiques à l'extérieur, elle remonte les vitres et elle se met à chercher une lampe de poche parce qu'elle est certaine d'en avoir une dans sa voiture. Après quelques minutes à chercher en vain, elle se dit que la lampe doit être dans le coffre. Du coup, elle ouvre le coffre de sa voiture depuis l'intérieur, éteint le moteur, puis sort de l'habitacle pour aller la récupérer, non sans fermer la portière avant. Ce n'est qu'après avoir récupéré la lampe de poche et refermé le coffre que Lisa réalise que toutes les portières de la voiture se sont verrouillées par sécurité et qu'elle a oublié les clés à l'intérieur. Évidemment, elle réalise qu'elle n'a pas non plus son téléphone, sinon ce serait beaucoup trop simple. Les larmes lui montent immédiatement aux yeux, elle se sent bête, évidemment. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce genre de situation où
t'enchaînes les conneries. Pas forcément des énormes choses, mais tu te mets clairement dans la merde et tu sais pas comment tu vas réussir à rattraper les choses. Bah c'est exactement ce que ressent Lisa à ce moment-là. Il ne lui reste désormais plus qu'une possibilité, marcher jusqu'au camping qu'elle a vu précédemment, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui acceptera de lui prêter son téléphone. Alors bien sûr, elle a peur, mais elle n'a pas vraiment d'autre choix. Elle marche donc pendant un petit moment pour atteindre le camping, et encore une fois, manque de chance pour elle, tous les emplacements sont vides, il n'y a personne. Elle se sent désormais encore plus paniquée parce qu'elle est seule, elle est perdue dans le noir, elle est loin de sa voiture, et comme si c'était pas suffisant, le faisceau de sa lampe de poche devient de plus en plus faible car il semble qu'il ne lui reste pas beaucoup de piles. Franchement, ça fait beaucoup, même pour une personne habituée à voir la poisse et qui est surnommée le chat noir. Donc Lisa se met à courir en direction de sa voiture parce que même si elle peut pas rentrer dedans, c'est bizarrement la seule chose qu'elle connaît et qui la rassure un tant soit peu. Donc elle a envie d'y retourner au plus vite pour se sentir un petit peu plus en sécurité. Pour essayer de gagner du temps, elle va tenter de couper à travers un champ plutôt que de suivre le chemin qu'elle a emprunté pour venir. Et au bout d'un moment, elle se retrouve au milieu d'une sorte de clairière et elle se rend compte qu'elle est complètement perdue. Elle entend même plus le bruit de l'eau, c'est là qu'arrive la crise d'angoisse. Lisa hyperventile, elle a des vertiges, elle sait plus du tout où elle est, où aller, comment s'en sortir. Elle décide de s'asseoir sur place en boule avec les bras autour de ses jambes et d'attendre qu'il fasse jour. Elle fait tout aussi pour réussir à se calmer, elle ferme les yeux, elle va respirer profondément, se balance un petit peu d'avant en arrière et après quelques minutes, elle parvient plus ou moins à se calmer. Lisa est toujours dans cette position, les yeux fermés quand elle entend soudain des pas lourds s'approcher d'elle. Elle ouvre les yeux et c'est là qu'elle le voit. Un homme immense, du genre 1m90-95 avec une carrure de joueur de rugby à quelques mètres d'elle. Elle le fixe avec surprise pendant quelques secondes avant de se mettre à hurler. Elle a à peine le temps d'essayer de se relever que l'inconnu s'est précipité sur elle et commence à serrer ses mains sur son cou. L'homme la soulève de terre comme si elle n'était qu'une vulgaire poupée de chiffon et il la secoue violemment dans tous les sens au point que Lisa a l'impression qu'il va lui briser la nuque. Puis tout à coup, l'homme s'assoit tout en continuant à tenir Lisa dans ses bras. Il l'installe sur ses genoux en la bloquant avec une de ses jambes et serre sa tête contre son torse comme s'il tenait un bébé contre lui. Lisa tente de hurler, mais à chaque fois qu'elle émet le moindre son, l'homme resserre sa main sur son cou et l'étrangle à moitié. La jeune fille est obligée de rester immobile et d'espérer que ça lui sauve la vie. Elle garde aussi ses yeux fermés coûte que coûte. Tout à coup, elle sent la langue de l'inconnu entrer dans sa bouche. Son haleine est putride, un mélange de bière et de décomposition. Lisa tente de se débattre, mais il pince sa trachée avec deux doigts, en s'amusant à relâcher la pression de temps en temps pour qu'elle puisse juste parvenir à reprendre un petit peu d'air avant de serrer à nouveau. Lisa manque de perdre connaissance à plusieurs reprises. Alors elle nous dit qu'elle ne souhaite pas entrer dans tous les détails exacts de ce qui s'est passé cette nuit-là parce que c'est encore un trop gros traumatisme pour elle, mais qu'en gros, l'homme a continué de l'embrasser, de la lécher et de la palper pendant un très long moment. Heureusement, il n'a pas cherché à aller plus loin, même si Lisa a complètement arrêté de se débattre ou d'essayer de crier depuis un moment maintenant, l'inconnu continue à s'amuser et à pincer sa trachée pour l'empêcher de respirer, puis à relâcher. Les minutes passent, Lisa n'ouvre toujours pas les yeux, elle sanglote, elle ne sait pas ce qui va se passer, elle attend. Et puis soudain, l'homme se met à la bercer, tout en fredonnant d'une voix bizarrement nasillarde qui ne colle pas vraiment à son physique. Pour Lisa, c'est encore pire que tout le reste, elle est absolument terrifiée. À ce stade, tout est possible, hein, qu'il aille plus loin dans l'agression, qu'il devienne violent, qu'il la tue, tous les scénarios lui passent par la tête. Enfin, après un long moment, Lisa entend le bruit d'une voiture au loin qui semble se rapprocher. L'homme aussi l'a entendu. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va entraîner Lisa dans un endroit plus reculé? Heureusement, il relâche son étreinte et se précipite dans des forêts. Lisa ouvre les yeux. Les premiers rayons du soleil commencent tout juste à éclairer le ciel et ça lui permet de voir plus en détail son agresseur, de dos, qui s'éloigne. Il portait un jean et un sweat à capuche blanc extrêmement sale, couvert de poussière et de terre. Ses cheveux étaient longs et bruns, tout emmêlés. Par contre, Lisa n'a pas pu voir son visage car elle avait gardé les yeux fermés tout du long comme je vous l'ai dit. La voiture sur la route prend soudain un virage à gauche et commence à s'éloigner
plutôt que de venir vers Lisa. De peur que l'inconnue ne s'en rende compte et revienne vers elle, elle bondit sur ses jambes et part en courant. Elle va vraiment taper son meilleur sprint en direction de la voiture, elle cherche même pas à rester sur le chemin, elle coupe à travers les champs et les arbres, elle va tomber plusieurs fois, elle se coupe de partout avec des branches, mais franchement, elle s'en fout. À ce stade, elle ne ressent plus la douleur. Elle est juste désespérée, elle veut partir le plus loin possible de cet endroit et trouver des secours, alors elle court, elle court, elle court, et finalement, le couple à l'intérieur de la voiture l'aperçoit, il s'arrête, le conducteur descend et vient à sa rencontre, il lui demande ce qui se passe, et Lisa est tellement choquée qu'elle n'arrive même pas à parler, seulement elle se met à pleurer et à hurler en même temps. En voyant cette scène, la passagère de la voiture appelle immédiatement la police, sans même attendre de savoir ce qui est arrivé à Lisa, et vraiment bravo et merci à elle d'avoir aussi bien réagi. Ensuite, Lisa dit que la suite des événements lui a paru un petit peu floue. La police est arrivée, ils sont allés tous ensemble, donc avec le couple, jusqu'au parking où il y avait sa voiture. Là-bas, les policiers ont commencé à lui demander ce qui s'était passé, puis ils l'ont conduit au poste de police et c'est là qu'elle a pu se mettre à parler et qu'ils ont pris sa déposition. C'est là-bas aussi qu'elle a subi un examen médical pour rassembler des preuves concernant son agression. Entre-temps, sa mère et des dépanneurs sont venus également, ils ont fini par débloquer les portières de sa voiture pour qu'elle puisse enfin la récupérer. Puis au moment où Lisa sortait sur le parking devant le commissariat, elle a vu une voiture de police qui arrivait et à l'arrière, il y avait son agresseur qui venait de se faire arrêter. Les policiers lui ont demandé de l'identifier, mais genre c'était vraiment pas comme dans les films où tu sais t'es derrière un miroir sans teint ou quoi. Là en gros, ils ont juste approché le mec qui était menotté de Lisa et ils lui ont demandé alors c'est lui. Il se trouve que oui, c'était bel et bien son agresseur pour le coup, même si elle l'avait vu que de dos, il y avait vraiment pas de doute possible. Et ce qui est bizarre, c'est que à ce moment-là, quand Lisa regarde le type, elle voit qu'il est tout penaud, il regarde ses pieds. Ça se voit qu'il est un peu perdu, totalement gêné, il a même les larmes aux yeux. Lisa sent que vraiment c'est quelqu'un qui a un gros trouble psychologique et elle en vient à ressentir un petit peu de peine pour lui. Alors elle confirme quand même au policier que oui, c'est bien son agresseur, mais limite elle culpabilise et se dit mais qu'est-ce qui va lui arriver? Par la suite, Lisa a appris des policiers que ce mec était déjà connu des services de police, qu'il était en effet totalement instable et qu'il avait déjà été condamné pour agression sexuelle, ce qui a très clairement fait passer le sentiment de compassion qu'elle avait pour lui. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a vraiment complètement pris conscience de la chance qu'elle avait eue qu'il lui fasse pas plus de mal. Alors j'aimerais beaucoup terminer cette histoire en vous disant que cet incident a permis à Lisa et à sa mère de se réconcilier à tout jamais, qu'elles se sont rendues compte que la vie était trop précieuse pour se disputer comme elles le faisaient, mais visiblement c'est pas le cas. Lisa n'a jamais vraiment réussi à parler en détail de cette nuit-là à sa mère. Je pense que d'une certaine façon, elle doit garder de la rancœur contre elle parce que elle la tient un petit peu pour responsable aussi de ce qui lui est arrivé. En sortant du commissariat, la mère de Lisa était accompagnée d'une amie de la jeune fille et c'est avec son amie que Lisa a préféré repartir parce que elle n'avait pas du tout envie de faire le trajet du retour dans la voiture avec sa mère. Bref, malheureusement, il n'y a pas vraiment de happy ending de ce côté-là. Lisa nous dit aussi qu'elle est encore très traumatisée par ce qui lui est arrivé, elle a beaucoup de mal à en parler avec les autres et elle a développé une sorte de trouble obsessionnel avec ses clés de voiture, c'est-à-dire que à chaque fois qu'elle sort, elle vérifie tout le temps qu'elle les a bien sur elle avant de refermer la portière, mais genre pas une fois, hein, plein de fois à la suite et c'est complètement compulsif. La seule bonne nouvelle, c'est que son agresseur a été placé dans un établissement psychiatrique jusqu'à nouvel ordre et Lisa prie pour qu'il ne sorte jamais. Voilà pour ce dernier thread, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'ai trouvé que c'était la pire des 7 histoires. C'est pour ça que je voulais réserver pour la fin. Heureusement, ça se termine pas trop mal quand même, mais vraiment, j'ai eu tellement de peine pour cette jeune fille qui va rester avec un traumatisme probablement à vie suite à cet événement. J'espère quand même que vous avez passé une bonne semaine avec moi, que ce petit décompte avant Halloween vous a plu. Moi, je suis vraiment trop contente de l'avoir fait, même si ça a été beaucoup de boulot. Vous savez que cette période de l'année, c'est ma préférée, donc j'avais trop envie de marquer le coup. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre thread préféré de la semaine, et puis s'il vous plaît n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir, et aussi de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Merci d'ailleurs pour les 300 000 qu'on vient de passer, c'est juste incroyable toute la force que vous me donnez, vraiment merci beaucoup.
Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Très bonne soirée à tous ceux qui fêteront Halloween ce soir, et puis très bonne soirée à ceux qui ne feront rien de spécial aussi. Je vous fais plein de gros bisous, et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.